On est tous pour ou contre le nucléaire. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, ce qu'est une réaction de fission, comment ça fonctionne? D'après un sondage de 2019, 69% des Français pensaient que le nucléaire contribuait fortement au réchauffement climatique. Rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous n'aurez peut-être pas encore d'avis tranché sur le nucléaire, mais vous saurez ce qu'on met dans un réacteur, ce qu'est une fission nucléaire, et vous saurez que justement, le nucléaire contribue très peu au réchauffement climatique. C'est même sa principale qualité. Avant de rentrer dans les détails, on va s'intéresser à l'histoire du nucléaire. Pour comprendre l'énergie nucléaire, il est essentiel de comprendre ce qu'est un atome. Pour vous qui êtes allés à l'école, vous devez avoir au moins une vague idée de ce que c'est. Mais ça fait pas si longtemps qu'on a prouvé que les atomes existent. L'intuition de l'atome date de l'Antiquité avec le philosophe grec Démocrite. Pour lui, l'univers était constitué de vide et de plein. Ce plein était composé de particules invisibles à l'œil nu, assemblées entre elles pour former la matière. Il appelle ces particules atomos, du grec indivisible. Aristote, au contraire, pensait que la matière était divisible à l'infini et composée de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, et que tout baignait dans un éther, une substance divine. D'après lui, le vide n'existait pas car la nature en avait horreur. La nature a horreur du vide? Ah, c'est quoi cette théorie? Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre comme théorie, mais vous moquez pas parce que cette vision s'est imposée pendant plus de 2000 ans. On sait aujourd'hui que l'intuition de Démocrite était juste, mais il faudra attendre 1808 et John Dalton pour que la théorie atomiste se confirme scientifiquement. Démocrite se trompait sur un point. Les atomes ne sont pas indivisibles. Les atomes ne sont donc par définition pas des atomes. Les atomes peuvent perdre des éléments, ils peuvent se désintégrer. C'est la radioactivité. Alors que l'allemand Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X en 1895, le physicien français Henri Becquerel décide de vérifier si ces objets phosphorescents n'émettent pas eux aussi ces fameux rayons X. Il mène l'expérience suivante. Des sels d'uranium phosphorescents sont disposés sur une plaque photographique, elle-même abritée de la lumière. L'échantillon est éclairé par le soleil, de sorte qu'il reste phosphorescent. Comme prévu, la plaque photographique est impressionnée. Henri Becquerel tente alors de reproduire ces résultats. Mais ce jour-là, le temps est maussade, le soleil ne se montre pas. Il range l'échantillon dans le noir, puis finalement décide tout de même de développer la photographie. Et la surprise, la plaque est encore une fois impressionnée. Il postule que l'énergie emmagasinée provenant du soleil était réémise sous forme de rayons X. Pour le prouver, il décide donc de plonger ces sels d'uranium dans le noir pendant une période prolongée, suffisamment longue pour que l'énergie absorbée par le soleil disparaisse, et il retente l'expérience. Et la nouvelle surprise, la plaque est une fois encore impressionnée. En fait, l'expérience ne fonctionne pas avec d'autres objets phosphorescents, mais fonctionne avec de l'uranium non phosphorescent. Autrement dit, les rayons émis ne dépendent pas de la phosphorescence, ils dépendent de l'uranium. Henri Becquerel appelle ces rayons des rayons uraniques. Sans la comprendre, il vient de découvrir la radioactivité. 2 ans plus tard, une certaine Marie Curie s'empare du sujet pour son doctorat, et avec son mari Pierre, découvre le polonium et le radium, dont le dernier est hautement radioactif. Le radium devient l'outil de la lutte contre le cancer, puis sera utilisé jusqu'en 1937 dans tout un tas de produits pour ses vertus prétendument thérapeutiques. On en met partout. Crème rajeunissante, cigarettes, dentifrice, peinture. On crée même des fontaines au radium pour boire de l'eau radioactive. On ne connaissait pas alors les dangers de la radioactivité. Quand je pense qu'il y en a qui ont peur du vaccin à ARN messager, bon, c'était une autre époque. Au début du XXe siècle, la structure de l'atome se précise peu à peu. Il est constitué d'un noyau formé de protons de charge positive et de neutrons autour duquel orbitent des électrons de charge négative. À ce stade, il faut qu'on explique ce que c'est la radioactivité. Vous le savez, les éléments chimiques sont classés dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Lily bénit beaucoup ce nom observé aux flammes du néon. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer Arsène. Kiki calmement scande « Tirez-vous, craignez ces manipulateurs féroces couverts de nippes ». Ouais bon après je sais plus. Mais ça reste bien dans la tête hein, les conneries qu'on nous apprend. Hein. Les éléments sont classés en fonction du nombre de protons. C'est leur numéro atomique. L'hydrogène, par exemple, possède 1 proton, le carbone en possède 6 et l'uranium en possède 92, et tout autant d'électrons pour obtenir une charge globale neutre. Par contre, le nombre de neutrons peut être variable pour un élément. Par exemple, le potassium possède 19 protons et autant d'électrons,
mais peut posséder dans la nature 20, 21 ou 22 neutrons. En faisant la somme des protons et des neutrons, on obtient donc les potassium 39, 40 et 41. Ce sont des isotopes, même élément, mais nombre de neutrons différents. Les potassium 39 et 41 sont stables, mais par contre, le potassium 40 est instable, il est radioactif. Pour retrouver un état stable, il transforme un proton en neutron. Il devient ainsi du calcium 40 et a, au passage, émis un petit rayonnement radioactif. Certains éléments radioactifs se désintègrent en d'autres éléments toujours radioactifs. Par exemple, l'uranium-238 se désintègre en thorium, qui lui-même se désintègre en palladium, et ainsi de suite jusqu'au plomb qui lui est stable. Certains se désintègrent en quelques minutes, d'autres en quelques jours. L'uranium-238, lui, se désintègre en 4,5 milliards d'années. Dans tous les cas, à chaque désintégration, il y a émission d'un rayonnement radioactif. Mais revenons à nos moutons. En 1939, Frédéric Joliot et Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, essayent de rajouter des protons et des neutrons à l'aluminium. Ils bombardent une feuille d'aluminium avec un noyau d'hélium qui contient 2 protons et 2 neutrons, et arrivent du coup à créer du phosphore 30. Le phosphore 30 est instable, il est radioactif. Il transforme un proton en neutron pour devenir du silicium stable. Pour la première fois, on crée un atome radioactif. C'est la radioactivité artificielle. Et voici la famille Curie avec un 3e prix Nobel. La même année, 2 chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, ainsi que la physicienne autrichienne Lise Meitner, essayent aussi de rajouter un neutron à un élément, mais pas n'importe lequel. L'uranium, le plus lourd des éléments naturels. À l'époque, le plus lourd des atomes tout court. Et oui, parce que tous les atomes plus lourds que l'uranium ont été créés artificiellement. Mais en bombardant l'uranium avec un neutron, le noyau devient tellement instable qu'il se brise en deux, libérant ainsi une quantité d'énergie considérable. La fission nucléaire est découverte. Frédéric Joliot-Curie se lance aussitôt dans l'étude de ce phénomène. Il découvre que la fission émet quelques neutrons rapides qui pourraient à leur tour fissionner un nouveau noyau d'uranium, pour déclencher une réaction en chaîne. Mais alors que l'équipe de Joliot étudie ce phénomène, la guerre éclate. Lors de la 5e conférence de physique théorique à Washington, la fission nucléaire y est présentée. Les scientifiques comprennent immédiatement l'immense potentiel de la fission. Le physicien Leo Szilard, juif hongrois ayant fui le régime nazi aux États-Unis, est convaincu que la fission risque d'être exploitée dans des bombes de l'Allemagne d'Hitler. Il convainc le célèbre Albert Einstein de signer une lettre à l'attention du président américain Roosevelt, pour l'informer de la possibilité de fabriquer des bombes d'une puissance largement supérieure à tout ce qu'on connaissait jusqu'alors. Roosevelt l'entend et le 16 août 1942, le projet Manhattan est lancé dans le but de créer la bombe atomique. Les moyens mis en œuvre sont colossaux. Les meilleurs scientifiques sont réunis avec un budget quasi illimité. 2 milliards des dollars de l'époque, soit l'équivalent de 30 milliards aujourd'hui. En seulement 3 ans de plus, la bombe atomique est créée. Little Boy et Fat Man explosent les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki. 260 000 personnes sont tuées. La plus extraordinaire prouesse scientifique du siècle est révélée au monde par la tragédie. Le lendemain, le Japon capitule sans condition, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Mais le monde va vivre désormais dans la crainte de l'apocalypse. C'est la course à l'atome. L'URSS se dote de la bombe nucléaire dès 1949. Puis vient le tour des Britanniques en 1952, de la France en 1960, puis de la Chine en 1964. L'Inde, le Pakistan et Israël disposent également de la bombe atomique, bien que ce ne soit pas officiel. Depuis 1970, le traité de non-prolifération pour un désarmement progressif est signé par 191 États. Seuls l'Inde, Israël, le Pakistan et le Soudan du Sud ne l'ont pas signé. On est mal, on est mal, on est mal! En France, le général de Gaulle comprend très vite l'intérêt du nucléaire, sur le plan militaire et sur le plan civil. En octobre 1945, il crée le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, avec à sa tête Frédéric Joliot-Curie pour mettre au point cette prometteuse source d'énergie. La France manque de ressources énergétiques. Pas de pétrole, très peu de charbon. En revanche, quelques gisements d'uranium sont exploités en France jusqu'en 2001. À partir de 1957, la France construit 9 réacteurs de première génération, des pylographites, permettant d'utiliser de l'uranium naturel, sans besoin d'enrichissement. En octobre 1973, la guerre du Kippour éclate et cause le premier choc pétrolier. Le baril passe de 3 à 10 $.
Pour gagner en indépendance énergétique, la France décide alors de passer au tout nucléaire. À partir de 1974, la France construit les 58 réacteurs de seconde génération actuellement en service. Les réacteurs à eau sous pression. Plus sûrs et plus efficaces. Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est un peu le même que pour une centrale thermique. C'est surtout la façon de générer la chaleur qui est différente. Dans la cuve d'un réacteur nucléaire, c'est la réaction de fission qui libère de la chaleur. L'eau du circuit primaire chauffe à 330 degrés, mais reste sous forme liquide grâce à la pression appliquée par le pressuriseur. C'est pour ça qu'on parle de réacteur à eau pressurisée. Cette eau du circuit primaire transmet ensuite sa chaleur à l'eau du circuit secondaire, qui elle n'est pas sous pression et se transforme donc en vapeur. La vapeur entraîne une turbine qui est couplée à un alternateur qui convertit l'énergie mécanique de la turbine en énergie électrique. L'eau du circuit secondaire doit ensuite être refroidie par l'eau du circuit tertiaire, provenant de la mer ou d'un fleuve, à l'aide ou non d'une tour de refroidissement. Ah, c'est pour ça que toutes les centrales nucléaires sont disposées à proximité d'un cours d'eau. Et la fission, ça marche comment exactement? Il y a un seul atome fissile dans la nature, c'est l'uranium-235. Il peut fissionner de façon spontanée, mais c'est extrêmement rare. Sa probabilité de fission spontanée à chaque désintégration est de 0,2%. Encore moins que le taux de thrombose après vaccination. Dans un réacteur, on bombarde l'uranium avec un neutron. L'uranium-236 ainsi généré est tellement instable qu'il va se fendre en deux, donnant un atome léger et un atome lourd. Ah oui, le krypton 92 et le barium 141. Pas toujours. En fait, l'uranium se brise en un atome léger et un atome lourd, mais c'est pas toujours les mêmes. Ici, on peut voir tous les atomes qui peuvent se former suite à une fission de l'uranium. En rouge, les atomes souvent générés, et en bleu, les atomes moins générés. La grande majorité de ces produits de fission sont radioactifs. Ils vont se désintégrer pour rejoindre ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Autrement dit, ils vont se désintégrer jusqu'à devenir des éléments stables, représentés ici en noir. Au passage, ils auront émis un certain nombre de rayonnements radioactifs. Il y a un truc que je comprends pas. L'uranium-236 donne naissance au krypton 92 et au barium 141. Mais 141 plus 92, ça fait 233. Pas 236. Et oui, c'est parce que la fission émet 3 neutrons rapides, ou 2 dans certains cas. Ces neutrons pourraient donc induire la fission de nouveaux atomes d'uranium, qui produiraient de nouveaux neutrons, qui induiraient la fission de nouveaux atomes d'uranium, et ainsi de suite pour déclencher une réaction en chaîne. Seulement, pour que la fission ait lieu, il faut que les neutrons soient ralentis. On parle alors de neutrons lents ou de neutrons thermiques. Pour cela, on utilise généralement de l'eau, qui joue donc le rôle de modérateur de la vitesse des neutrons. Ici, l'eau joue également le rôle de caloporteur, puisque c'est l'eau qui transmet la chaleur au circuit secondaire. La fission et la désintégration radioactive des produits de fission génèrent une énergie monumentale. À titre de comparaison, la fission d'un kilo d'uranium-235 génère autant d'énergie que 12 500 kg de charbon. L'uranium est donc une énergie ultra concentrée. Ah, mais c'est pas un coup à ce que ça explose tout ça? Heureusement, on peut contrôler la réaction en chaîne. On peut déjà éviter que ça explose en général, mais on peut aussi adapter la puissance de la réaction en fonction des besoins en électricité. C'est la pilotabilité. Il faut savoir que l'électricité produite doit être égale à l'électricité consommée en temps réel. Ça serait quand même ballot de rater votre épisode de Squid Game parce que l'électricité n'a pas été produite. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver un autre exemple. Cette variation de la production d'électricité nécessite donc des énergies pilotables. Le gaz et les barrages hydroélectriques sont très pilotables, on peut augmenter ou diminuer la production très rapidement en fonction de la demande. A l'inverse, les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l'énergie, quand il y a du vent et du soleil, donc elles ne sont pas pilotables. L'énergie nucléaire, c'est entre les deux. Elle est pilotable, mais avec une certaine latence. La réaction en chaîne se pilote avec une barre de commande construite en matériaux qui absorbent les neutrons. Plus on les fait descendre, plus elles captent de neutrons, et moins il y en a de libres pour la réaction nucléaire. A l'inverse, plus les barres sont remontées et plus la réaction nucléaire est importante. Du coup, on peut faire varier la puissance d'une centrale nucléaire de 80% en 30 minutes, à peu près comme pour le charbon, mais beaucoup moins rapidement qu'un barrage hydroélectrique ou une centrale à gaz. Mais quelle que soit la puissance de la centrale, elle a toujours besoin d'être refroidie. Une fois que la vapeur d'eau du circuit secondaire a fait tourner les turbines, il faut la refroidir pour qu'elle puisse resservir. C'est le rôle du circuit de refroidissement ou circuit tertiaire. Pour cela, deux possibilités. La première, c'est d'injecter en continu l'eau froide d'un fleuve ou de la mer en circuit ouvert. Dans ce cas, l'eau chaude en sortie de centrale est rejetée dans le cours d'eau, la quantité d'eau prélevée est importante, mais la consommation d'eau est quasi nulle. La deuxième possibilité, c'est d'installer une tour de refroidissement ou aéro-réfrigérante. L'eau chaude en sortie de centrale, d'une température se situant entre 25 et 40 degrés, est condensée avant d'être pulvérisée à la base de la tour.
Les courants d'air froid entrent par la base de la tour et refroidissent une partie de l'eau qui peut alors resservir, tandis que l'autre partie de l'eau est soufflée vers le haut. Ce qui sort de ces tours, ce n'est donc rien d'autre que de l'eau. Et ce n'est pas spécifique aux centrales nucléaires. Les centrales thermiques possèdent également ce type de système de refroidissement. Ce type de refroidissement a l'avantage de nécessiter un débit d'eau plus faible et de moins réchauffer le cours d'eau. En revanche, elle consomme 40% de l'eau prélevée par évaporation. Dans tous les cas, l'échauffement du milieu aquatique et les prélèvements d'eau sont limités par la réglementation pour être adaptés à la sensibilité de chaque site. En cas de canicule et de sécheresse importante, susceptibles de faire augmenter la température de l'eau ou diminuer le débit de la source froide, certains réacteurs doivent baisser leur production, voire s'arrêter, pour respecter ces contraintes réglementaires. Mais alors, le réchauffement climatique, ça peut poser des problèmes pour le refroidissement des centrales nucléaires. Effectivement, il peut y avoir deux problèmes, soit un débit d'eau insuffisant, soit une température trop chaude, notamment pour certains sites situés au bord de fleuves ou de rivières et refroidis en circuit ouvert. Lors de la canicule de 2003, la production nucléaire avait ainsi dû baisser de 1,2% sur le total de l'électricité produite cette année-là, à cause des contraintes en eau. Mais des pertes ponctuelles de l'ordre de 10% de la capacité installée ont été observées ces dernières années. À cause du réchauffement climatique, on prévoit une augmentation de ces épisodes de pertes, même si les conséquences sur la production annuelle devraient rester faibles. Mais le réchauffement climatique n'est pas un problème uniquement pour le nucléaire. Les centrales thermiques se refroidissent de la même manière, donc le problème est exactement le même. Pour l'hydroélectricité, ce sont les barrages au fil de l'eau ou éclusés qui produisent la majorité de l'électricité hydraulique en France. Donc en cas de canicule, quand le débit des fleuves baisse, leur production diminue aussi. En revanche, l'impact du réchauffement climatique sur la production des éoliennes et du photovoltaïque devrait être minime. Ok, bon, tu nous as parlé du fonctionnement d'une centrale nucléaire avec de l'uranium. Mais je me demandais, où est-ce qu'on le trouve cet uranium? Est-ce qu'il y en a pour tout le monde, pour toute la vie? La croûte terrestre contient en moyenne 3 grammes d'uranium par tonne de cailloux. L'uranium s'extrait depuis des mines à ciel ouvert ou souterraines. On peut également l'extraire par lixiviation in situ. Cette technique consiste à envoyer de l'acide dans le sol pour dissoudre l'uranium et le pomper. Enfin, il peut être extrait comme coproduit en même temps que d'autres minerais comme l'or, le cuivre et le phosphate. Une fois qu'on a l'uranium, on a encore un problème. L'uranium naturel extrait contient 99,27% d'uranium-238, 0,72% d'uranium-235 et 0,0055% d'uranium-234. Devinez lequel est fissile. Ben, tu l'as déjà dit plus tôt en fait. Donc c'est facile à deviner. Exactement, l'uranium-235. Ça aurait pu être pire. Pour que la réaction en chaîne soit efficace dans les réacteurs nucléaires, il faut enrichir l'uranium, c'est-à-dire augmenter la quantité d'uranium-235 dans l'uranium total. L'uranium-238 est un tout petit peu plus lourd que l'uranium-235. Et il a 3 neutrons de plus, quoi. Donc on peut les séparer selon leur masse par ultracentrifugation. Pour les centrales nucléaires, on enrichit l'uranium-235 entre 3 et 5%. Mais pour faire une bombe atomique, il faut l'enrichir à 90%. Non, je dis ça si jamais vous voulez faire une bombe atomique dans votre garage. Il y a vraiment un mec qui a essayé, hein. Une fois enrichi, l'uranium est transformé en poudre, puis comprimé en pastilles de 8 mm de diamètre qui sont elles-mêmes empilées dans un tube, la gaine, en alliage de zirconium, et le tout forme ce qu'on appelle des crayons, qui sont assemblés entre eux par paquets de 264 pour former l'assemblage combustible. Très bien tout ça, mais est-ce qu'on a beaucoup de réserves d'uranium dans le monde? À l'instar des ressources fossiles, l'uranium est une ressource non renouvelable. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais savoir quand il n'y en aura plus, c'est loin d'être trivial. Il faut bien comprendre, et c'est vrai pour tout type de matière première, que les prospections sont liées à la fois aux ressources qu'on a déjà et au prix d'extraction de la ressource. Ouais, j'imagine que personne va creuser à 1000 km sous terre pour trouver de l'uranium. Exactement, et personne non plus ne va aller chercher de nouvelles ressources s'il en dispose déjà pour le siècle à venir. Autrement dit, les quantités d'uranium connues sont nécessairement beaucoup plus faibles que les quantités réelles que l'on pourrait extraire. Les 3 pays qui possèdent le plus de ressources connues sont dans l'ordre l'Australie, le Kazakhstan et le Canada. D'après le livre rouge de l'Agence pour l'énergie nucléaire et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la référence du domaine, les ressources déclarées permettraient de tenir pendant un siècle avec la consommation et les technologies actuelles. Mais on estime à l'aide de modèles complexes que 72 millions de tonnes seraient extractibles pour un coût inférieur à 260 $ par kilogramme, ce qui, à la consommation actuelle, représenterait plus de 1000 ans de ressources. Actuellement, le nucléaire ne fournit que 4,3% de l'énergie primaire. Les États-Unis sont les premiers producteurs d'électricité nucléaire devant la France, mais la Chine ne devrait pas tarder à nous dépasser. En fait, ils nous ont même dépassés en 2020.
Par contre, la France produit près de 70% de son électricité avec le nucléaire. Et à ce niveau, on reste largement en tête. Mais s'il devait y avoir un déploiement massif du nucléaire dans les années à venir, la question de ressources pourrait se poser différemment. À moins qu'on arrive à récupérer une source presque illimitée d'uranium. Tu sais où on peut en trouver ? Sur Uranus. Non. Enfin peut-être, j'en sais rien. Mais surtout, il y en a dans l'eau de mer. Il y aurait 4,5 milliards de tonnes d'uranium dans la mer. De quoi fournir la planète en énergie nucléaire pendant des milliers d'années. Le problème, c'est qu'elle est très peu concentrée, dans les 3 mg par tonne d'eau, et actuellement, on est incapable d'extraire cet uranium à des coûts raisonnables. Après le premier choc pétrolier en 1973, la France décide de miser sur l'électricité d'origine nucléaire pour gagner en indépendance énergétique. Pourtant, la France n'en possède que peu et importe l'intégralité de sa matière première, notamment du Niger, du Kazakhstan, d'Australie, de Namibie ou encore d'Ouzbékistan. Mais l'uranium possède certains avantages. Tout d'abord, il est encore relativement abondant. On l'a vu. Ensuite, la France dépense entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an pour se le procurer, ce qui ne constitue que 5% du coût de production du kilowattheure nucléaire. La matière première n'influence donc que très peu le coût de production de l'électricité, contrairement aux ressources fossiles. En plus de ça, l'uranium est une énergie ultra concentrée, et en France, nous avons des stocks d'énergie nucléaire pour environ 5 ans, ce qui n'est pas non plus le cas des ressources fossiles qui sont de l'ordre de quelques mois. Pour toutes ces raisons, l'énergie nucléaire comparée aux ressources fossiles nous apporte une certaine indépendance énergétique. Très bien, très bien. Et si on passait au sujet important du nucléaire ? Ça fait un moment que tu nous racontes des trucs, c'est pas inintéressant, mais le problème avec le nucléaire, c'est surtout que c'est hyper dangereux, quoi. T'as raison, il serait temps qu'on aborde les sujets qui fâchent. Alors quel est le danger de la technologie nucléaire ? Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires ? Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut se passer des centrales nucléaires ? La vidéo est déjà longue, on essaiera de répondre à toutes ces questions dans la deuxième partie consacrée au nucléaire. Promis, elle arrive très vite. En attendant, si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous invite à aller voir les vidéos du Réveilleur. C'est la référence francophone en termes de vulgarisation technique pour tout ce qui touche à l'énergie et aux questions environnementales. Il a notamment plusieurs heures de vidéos au sujet du nucléaire. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi ? T'es tout vert ? Ah ouais, je me sens trop mal là. J'étais à la centrale de Cruas l'autre jour, tu sais, grosse soirée. Mais il y a encore eu des rejets de tritium radioactif dans l'eau. Et bon, comme j'avais la gueule de bois, j'avais super soif quoi. À mon avis, c'est pour ça que je suis pas bien. Ah bon, mais il y avait combien de radioactivité là-dedans ? Je sais plus, un truc du genre 190 becquerels par litre, je crois. C'est genre 30 fois plus que d'habitude. Mais c'est pas beaucoup ça, tu sais. T'es sûr que t'as pas plutôt chopé le Covid dans ta grosse soirée ? Ça circule bien en ce moment là. Tu plaisantes ? C'est moi le Covid. Ah ça y est ! T'avoues enfin que t'es pas une cellule. Ouais, de toute façon, c'est tellement galère en ce moment avec les nouveaux variants. Je trouve plus ma place, moi. Ben faut que tu mutes. Mais bon, c'est pas en buvant de l'eau à 190 becquerels par litre que tu vas muter. Attends la deuxième partie de la vidéo, tu verras, ça te donnera peut-être des idées. En attendant, repose-toi bien. Si tu veux, j'ai de la chloroquine. Bon, ça peut pas te faire de mal.